Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Bonjour à sur tous. facturation électronique. On va laisser quelques secondes le temps que tout le monde puisse se connecter. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Vous avez un chat disponible si vous voulez échanger pour les questions. On va vous engager à les poser directement sur le petit onglet questions que vous voyez à côté du chat. Comme ça, elles arriveront directement au bon endroit pour nous. Ce sera plus facile de les trier. C'est pas grave si vous les posez dans le chat. On pourra toujours aller les récupérer. Voilà, écoutez, je vais partager mon écran. On va pouvoir démarrer tranquillement pour l'introduction. Voilà, donc on est ensemble pour environ 1 heure. Ça va dépendre aussi des questions que vous aurez à la fin. On pourra adapter, mais on va essayer de répondre au maximum. Pour nous présenter rapidement, donc Damien Gerrier, je suis responsable marketing produit et implémentation de la plateforme agréée chez Agicap. Et je suis accompagné d'Étienne. Bonjour à tous, donc Étienne Rochon-Lacroix, je suis l'expert facturation électronique au sein d'Agicap. J'essaye de répondre aux enjeux de nos clients sur cette fameuse réforme. Donc le programme du jour, on va prendre un petit moment pour vous parler de l'actualité et du périmètre de la réforme. Si vous ne l'avez pas exactement bien en tête, on va reprendre vraiment la base pour être sûr qu'on soit bien tous alignés. On va quand même aller assez vite, donc n'hésitez pas s'il y a des points encore un peu flous pour vous à nous poser les questions. On pourra y revenir à la fin. On va vous parler ensuite du positionnement d'Agicap sur cette réforme. Derrière la vision, vraiment, pourquoi cette réforme peut être un vrai levier de performance pour vos équipes. Et puis, on prendra donc cette session de questions-réponses qu'on garde assez longue, parce qu'il y a souvent beaucoup de questions, et on vous proposera quelques petits sondages entre-temps. Vous avez, pour information, un bouton juste au-dessus. Alors, il s'appelle démo facturation, mais n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez être recontacté assez rapidement par nos équipes pour vraiment voir le produit, étudier un peu vos fonctionnements, vos outils, comment on va pouvoir se connecter, etc. N'hésitez pas à cliquer dessus juste pour dire que vous êtes intéressé. Avant de commencer, on vous propose donc un petit sondage pour un peu mieux vous connaître. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre projet de facturation électronique? Est-ce que vous commencez tout juste, vous n'avez pas encore vraiment commencé, vous commencez par ce webinaire? Est-ce que vous comparez déjà des solutions? Vous avez déjà une solution qui propose la plateforme agréée, même peut-être plusieurs. N'hésitez pas dans ce cas à nous dire dans le chat. Ou éventuellement, si Agicap sera votre plateforme agréée, vous venez un peu confirmer tout ça aujourd'hui dans ce webinaire. C'est assez mitigé, mais voilà, vous êtes encore quand même en majorité dans la phase de consultation, de cartographie, j'imagine aussi, en amont. Et vous cherchez les bonnes solutions. On va revenir un peu de toute façon sur les points différenciants d'Agicap par rapport aux autres solutions, parce que le paysage des plateformes agréées est quand même assez vaste. Aujourd'hui, il y en a plus de 120 et qui sont de tout type, entre les éditeurs EDI, les banques, les ERP. Donc pas forcément facile de s'y retrouver et d'avoir les valeurs ajoutées que chacun peut apporter. Je vous laisse le sondage ouvert, mais on va pouvoir revenir à notre présentation. Alors, je vais laisser la parole à Étienne pour l'actualité, le périmètre de la réforme. C'est de rien. Donc effectivement, on le rappelle toujours un petit peu au début de webinaire, mais c'est important de retenir ce point-là. Les termes ont changé. Alors ça ne change pas les rôles de chacun. Évidemment, on reste toujours des plateformes qui communiquent et recevons des factures électroniques, mais on parle maintenant de plateformes agréées et de solutions compatibles, qui sont des solutions qui viennent donc se connecter à ces plateformes agréées. C'est un petit changement de terminologie pour clarifier les rôles de chacun, mais pas de changement dans les rôles en profondeur. Actualité donc suivante sur notamment les actualités européennes. Donc la Belgique est bien opérationnelle aujourd'hui. Donc on a déjà la Belgique qui est en facturation électronique via le réseau PayPal entre entreprises belges. Donc les réformes avancent assez vite en ce moment au niveau européen. Et puis au niveau de la France, le calendrier est toujours bien sur les rails, puisqu'on a un objectif de mise en production
côté gouvernemental fin février 2026. Et donc, on avance assez bien dans ce sens-là avec l'État. Et puis, fin juin 2026 pour le B2G. Donc, en fait, au final, la bascule de Chorus Pro en mode plateforme agréée pour juin 2026. Quels sont donc en fait les prérequis, surtout qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer à horizon 1er septembre 2026? Donc plusieurs conditions, hein. Premier prérequis à valider, qui est le format électronique normé émis par votre plateforme agréée. Donc on ne parle plus de PDF, mais bien de facture X, UBL ou C2I. Le PDF étant une facture dématérialisée, pas une facture électronique. Il faut aussi bien évidemment s'assurer d'avoir de nouvelles mentions obligatoires. Donc, il y a un certain nombre de mentions obligatoires standards, mais aussi en fonction des statuts et des cas d'usage de cette réforme à ajouter dans vos factures. Et puis, évidemment, vous assurer que vous avez une plateforme agréée pour la transmission de vos factures. Ce calendrier plus en détail, hein, on vous a parlé donc que ce calendrier était sur les rails. Donc on retrouve aujourd'hui, on est encore dans une phase de préparation, hein, donc on est encore dans une phase de test à l'heure actuelle avec le portail public de facturation. L'objectif est qu'au fin février prochain, on ait bien la mise en production du portail public de facturation et des connexions entre plateformes agréées, de façon à ce qu'on entame la phase du grand pilote. Donc cette phase du grand pilote consiste en fait à échanger des factures entre entreprises prêtes à le faire et échanger du e-reporting. Donc cette phase du pilote va durer entre février et septembre, va permettre de réellement calibrer les différents systèmes et de s'assurer que tout fonctionne au 1er septembre 2026 lorsque toutes les entreprises devront recevoir des factures électroniques. On va entamer donc là cette période de transition où vous allez continuer à recevoir à la fois des factures électroniques de la part de vos grandes entreprises, fournisseurs grandes entreprises et ETI qui sont en obligation d'émettre au 1er septembre 2026. Et toutes les autres entreprises vont continuer à vous émettre des factures PDF ou papier jusqu'au 1er septembre 2026, date à laquelle elles seront en obligation d'émettre donc des factures électroniques. Peut-être juste rappeler les critères, Étienne, pour savoir dans quelle catégorie on se trouve. Oui, tout à fait. Alors, ce sont les critères INSEE, hein, pour le coup. Donc, on va retrouver. Alors, je pense que tu les maîtrises peut-être. Je me rappelle plus de la taille. On les voit pas très bien. Pour les ETI, en fait, ce qui est important de garder en tête, c'est que c'est vraiment à la maille de l'entité juridique qu'il faut prendre ces critères. Donc, on a beaucoup de clients, nous, par exemple, qui pensent qu'ils sont dans la catégorie ETI. Et en réalité, ils sont divisés en une multitude d'entités qui sont sous les seuils légaux. Donc, ils ne sont soumis qu'au 1er septembre 2027. Donc, ça, c'est important à regarder. Au 1er janvier 2025, vous regardez le chiffre d'affaires de votre entité principale. Si vous êtes au-dessus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions d'euros de bilan, vous êtes une ETI, vous commencez au 1er septembre 2026. Si vous êtes en dessous, pas de souci. Sachant que c'est soit le chiffre d'affaires, soit le nombre de salariés supérieur à 250. Mais il faut bien garder en tête cette maille d'entité juridique. On parle bien de grandes entreprises et pas de grands groupes. Donc, cette réforme, en fait, elle va s'axer autour de deux grands thèmes qui peuvent se découper en 4 volets. Donc, on va retrouver la notion de e-invoicing ou facturation électronique. Ce e-invoicing concerne exclusivement le B2B domestique. Donc, on parle entre entreprises françaises déclarant de la TVA en France. On va avoir le deuxième volet de cette thématique, qui sont les statuts de cycle de vie. Au final, les étapes de traitement de la facture, on y reviendra un petit peu plus tard et plus en détail dans la suite de ce webinaire. Le deuxième aspect, c'est la notion de e-reporting. On a de la TVA collectée et déductible sur des factures étrangères, par exemple européennes. Donc, il faut déclarer cette TVA et ça passe par le e-reporting. Donc, on parle de B2B international, mais vous avez aussi tous les non-assujettis, donc en résumé, le B2C qui est sujet à TVA et qui doit être déclaré. Donc, ça passe par cette notion de e-reporting, la transmission des données de TVA collectées et déductibles B2B international et B2C. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'une plateforme de réception? Donc, on va retrouver déjà une première obligation, la notion de l'annuaire. La plateforme de réception doit déclarer ses entreprises clientes sur un annuaire d'entreprise qui permet d'identifier sur quelle plateforme agréée envoyer les factures. On peut vraiment le comparer aux pages jaunes, aux pages blanches qu'on avait fut un temps, mais appliquées à la facture électronique. Elle permet vraiment d'associer chaque entreprise à sa plateforme de réception, donc au fournisseur, d'identifier sur quelle plateforme envoyer la facture. Troisième aspect, c'est que ces adresses de facturation électronique qu'on déclare dans l'annuaire peuvent avoir plusieurs niveaux d'identification. Donc, on va parler du SIREN au niveau entreprise, auquel on peut ajouter un suffixe. Par exemple, si vous avez des sites qui ne sont pas des établissements et que vous souhaitez recevoir les factures par site, donc on ajoute le suffixe au SIREN. Ensuite, on va retrouver la notion de SIRET d'établissement, auquel on va pouvoir affecter un code routage
Donc, ce code routage qui permet, par exemple, de suivre des typologies de flux comme les frais de collaborateurs, comme des flux d'EDI séparés des flux de factures classiques. Donc, on a vraiment ces 4 niveaux d'adresse à déterminer et ça peut être fait avant même de commencer à chercher sa plateforme agréée. On peut commencer à réfléchir à ce plan d'adressage tout de suite. Si je peux montrer très concrètement dans Agicap ce parcours d'activation, pour que ça vous parle un petit peu plus, on va avoir dans notre module de facturation électronique ce parcours qui permet de le faire en autonomie, en France ou en Belgique. Vous allez rentrer votre sirène, choisir votre entité que vous voulez déclarer en tant qu'adresse de réception de factures électroniques. Et vous avez ce plan d'adressage. Donc là, nous, c'est un processus automatique. On va récupérer des informations du représentant légal de l'entreprise. Vous allez pouvoir configurer votre plan d'adressage. Après, à garder en tête que ce qui est recommandé par le gouvernement, la bonne pratique, c'est de le plus possible rester sur du sirène pour que ce soit le plus simple, tout simplement parce que plus vous allez complexifier vos adresses de facturation électronique, plus il y a des risques que vos fournisseurs se trompent et que la facture n'arrive pas ou au mauvais endroit. Mais vous avez quand même cette possibilité de granularité dont vous parlez, Étienne, si c'est vraiment un besoin fonctionnel pour vous. Et quand vous avez défini vos adresses, vous allez pouvoir derrière valider, envoyer en signature. Et ce qui est important, c'est que c'est un représentant légal de votre entreprise qui va devoir signer ces mandats de désignation. Tout simplement, c'est une obligation légale pour qu'on puisse nous mettre à jour l'annuaire national en votre nom. Il est interdit aujourd'hui pour une plateforme agréée de vous inscrire si elle n'a pas un accord tacite et vérifiable. Ce qu'avaient pu faire certaines plateformes quand c'était un peu flou, là, c'est vraiment interdit. Il faut être vigilant de ne pas être inscrit à son insu. Sur le choix de la plateforme d'émission, on va avoir déjà une simplicité gagnée puisqu'on n'a plus besoin de se déclarer dans un annuaire. Le rôle de l'annuaire, c'est d'indiquer vers où on route, mais pas d'où ça part. On peut bien évidemment avoir une ou plusieurs plateformes agréées. Alors, je ne l'ai pas précisé sur la plateforme de réception, mais c'est le cas aussi. Ça va vraiment dépendre de vos besoins. Des cas concrets qu'on a pu rencontrer aujourd'hui parmi nos clients et prospects, c'est une plateforme agréée pour des flux d'EDI, donc des flux dématérialisés selon le secteur de la grande distribution, et une plateforme pour toutes les autres factures. Donc, on peut vraiment s'adresser à différentes typologies de plateformes d'émission en fonction des besoins, mais aussi si vous avez des entités de la croissance externe, racheter au final une société qui a déjà une PA. On parle d'un seul canal d'échange de factures à horizon 2027. Pourquoi? Puisqu'on n'aura plus de mail et de papier entre entreprises françaises, mais toutes les plateformes agréées communiquent les factures entre elles. On le précise, c'est important. À partir du moment où vous émettez une facture électronique, il faut surtout éviter à tout prix d'émettre un PDF à côté pour éviter les risques de doublons, les risques de double paiement, d'avoir à générer, etc., etc. On n'a plus qu'un seul canal d'émission et de réception des factures. Donc, comment ça va fonctionner, ces notions? Le schéma, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Le fournisseur doit déposer sa facture sur sa plateforme agréée, qui va s'assurer de la conformité de celle-ci. Ce que ça veut dire, c'est est-ce que j'ai bien toutes les données obligatoires? Est-ce que j'ai bien le bon format? Ou est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour le convertir dans le bon format? Une fois ce contrôle assuré, la facture va pouvoir être émise auprès de la plateforme agréée de l'acheteur, d'un côté, dans un des 3 formats, facture X, UBL ou C2I, via le réseau PayPal, qui est un réseau de transmission des factures. Donc, c'est vraiment un réseau dédié à ça, réseau international qui permettra à terme une conformité. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et en même temps, envoyer toutes les données de transaction auprès de l'État sur le portail public de facturation. On a vraiment un double flux qui sort de la plateforme émettrice de façon à ce que l'État puisse identifier toute la TVA collectée de ce côté-là. Côté acheteur, la plateforme agréée va commencer par déclarer l'acheteur dans l'annuaire national, donc grâce au mandat qui aura pu être signé sur la plateforme, et va recevoir, à nouveau assurer un contrôle de conformité de la facture. C'est un point important, on a vraiment un contrôle de bout en bout de cette conformité pour éviter les fraudes. Une fois que ce contrôle de conformité a pu être effectué, la facture est mise à disposition de l'acheteur pour traitement, et les statuts de cycle de vie vont pouvoir remonter auprès du fournisseur et de l'État pour avoir un réel suivi. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est vraiment la notion de B2B français, la notion d'e-invoicing. À côté de ça, le fournisseur peut tout à fait émettre des factures auprès de clients étrangers ou de clients B2C. Et donc, le flux va être uniquement auprès du portail public de facturation pour déclarer le e-reporting associé. Même chose côté achat, on peut acheter des factures à des fournisseurs étrangers avec de la TVA déductible à déclarer sur votre déclaration mensuelle. Donc là aussi, on va retrouver une redescente de e-reporting uniquement auprès du portail public de facturation.
Agicap se positionne donc comme plateforme agréée, hein, c'est pour ça que vous participez à ce webinaire aujourd'hui. Alors, avant de vous donner un peu la vision d'Agicap et notre positionnement exact, je vous rappelle juste que voilà, on vous a résumé la réforme en 15 minutes, c'est quand même assez dense. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions dans l'onglet questions si vous en avez sur votre cas un peu particulier, sur des cas d'usage spécifiques, ça nous permettra d'y revenir ensuite. Donc, sur la vision d'Agicap, pourquoi cette réforme est au-delà d'une contrainte, vous l'avez peut-être déjà entendu, un levier de performance potentiel. Vous avez plusieurs niveaux de valeurs qui sont proposés parmi tout le paysage des plateformes agréées. Je vous disais, il y en a 123 aujourd'hui, il y en aura peut-être encore d'autres après. La base commune, c'est vraiment la partie conformité. Vous avez les plateformes agréées, généralement les plateformes qui sont les historiques de l'EDI, de la facturation électronique. Ils vont vous proposer un socle de conformité très solide qui va vous permettre d'être en règle avec la réglementation. Mais ça va s'arrêter là. Vous allez émettre vos factures, recevoir vos factures. Tout ça va transiter, va arriver directement dans vos outils ERP, etc. Vous allez envoyer les reportings, mais il n'y a pas de gain au-delà de la conformité. La plupart des plateformes, quand même, aujourd'hui, proposent une automatisation dans les processus comptables quotidiens, opérationnels, qui va vous permettre d'avoir un gain de temps pour vos équipes, d'avoir un gain d'automatisation sur les workflows de validation des factures, sur le traitement, sur l'automatisation comptable, qui va être un gain, du coup, qui va être de surcroît en plus de la conformité. Et ça, la majorité des plateformes agréées aujourd'hui le proposent déjà. Et c'est déjà pour les entreprises qui ne s'étaient pas encore mis à la dématérialisation, c'est déjà un gain énorme et une marche assez haute. Agicap se positionne sur un troisième niveau de valeur ajoutée qui est en fait basé sur toutes les données qui vont transiter par cette plateforme agréée. On va vraiment toutes les faire remonter et toutes les utiliser pour aller vraiment nourrir les outils qui vont vous permettre de prendre des meilleures décisions. Donc, vous donner une bonne visibilité sur vos prévisionnels de trésorerie, votre BFR réel, via les données précises de statut de cycle de vie de chaque facture, et puis aller améliorer le DSO, pouvoir faire de la relance un peu plus fine, basée aussi sur ces statuts de cycle de vie. Donc voilà, profitez vraiment de toutes les données disponibles pour avoir une bonne vue sur son cash. Sur le périmètre global de vos outils, ce qu'on a remarqué souvent, c'est que beaucoup de PME ETI travaillent avec des outils fragmentés. Avec l'arrivée des ERP dans les années 90-2000, on commençait à s'équiper, on commençait à faire de la comptabilité basique, mais il n'y avait pas beaucoup d'autres outils. Aujourd'hui, ça se multiplie de plus en plus. On a un outil pour la démat, on a un outil éventuellement de paiement ou multibancaire, on a un outil de gestion des dépenses avec des cartes, un outil de relance client, on a toujours son Excel pour faire ses réels prévisionnels, pour faire son PNL, et le RP, bien sûr, où on va gérer toute sa partie facturation, les stocks, etc. Ce qui fait que tous ces outils communiquent assez mal entre eux et vous donnent une mauvaise visibilité globale. Quand vous devez construire des Excel qui sont du coup dépassés à l'instant où vous les sortez, c'est pas optimal pour prendre des décisions sur la suite de votre entreprise. Agicap propose donc de rassembler au maximum tous ces outils dans un seul, pour minimiser les connexions externes et avoir de la donnée qui est fiable et à jour en permanence pour prendre les meilleures décisions possibles. On va se connecter à l'ERP ou au logiciel comptable s'ils sont séparés. On va récupérer tout ce qui est facture, données clients comptables et plans analytiques pour les faire remonter dans Agicap. Dans Agicap, on va avoir la plateforme agréée, donc qui est cette porte d'entrée qui va aller nourrir les gestions des postes fournisseurs et clients. Et ces deux postes vont remonter dans la gestion de trésorerie pour améliorer vos prévisions, pour être le plus précis possible dans la prévision court terme, moyen terme, long terme, pour prendre les meilleures décisions possibles. Avec la connectivité bancaire ERP, on va y revenir, mais vous allez pouvoir envoyer vos paiements depuis Agicap, vous allez pouvoir réconcilier vos factures et vos encaissements et les paiements pour renvoyer dans votre ERP logiciel comptable le journal d'achat, journal de banque, et on va aller lettrer automatiquement la comptabilité. Alors, pourquoi choisir Agicap comme plateforme agréée? On va vous donner un petit peu plus de détails. Sur la partie purement plateforme agréée, vraiment fonctionnelle, on a évidemment donc la partie conformité. On va pouvoir envoyer les factures, les recevoir au format électronique réglementaire. On va gérer cette partie e-reporting. Au-delà de ça, on va inclure l'archivage légal à valeur probatoire. Donc, toutes les factures qui vont transiter par la plateforme agréée vont être stockées dans un coffre-fort numérique 10 ans et sont opposables en cas de contrôle fiscal. Ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête puisque ce n'est pas une obligation dans la réforme. Et cette obligation d'archivage repose toujours sur vous, sur vous, entreprise, mais vous pouvez vous en décharger si votre plateforme agréée le propose. Enfin, sur les formats de facture, avec Agicap, vous n'avez pas besoin d'avoir un ERP dernière génération qui va être compatible avec la réforme. C'est tout l'intérêt. Vous n'avez pas besoin de faire des mises à jour très lourdes
pour lesquels, en plus, les intégrateurs n'auront cette année pas le temps de se pencher dessus. Vous allez pouvoir brancher directement un ERP, un outil de facturation qui n'est pas forcément à jour, pour aller envoyer vos données de facture dans Agicap. Et nous, on va s'occuper de transformer la facture en format réglementaire pour l'envoyer à vos clients. De la même manière, en réception, les formats qui sont basés sur du format vraiment du fichier structuré, c'est des fichiers XML, on va les recevoir. C'est des fichiers qui ne sont pas lisibles à l'œil comme ça, donc on va vous reconstruire un fichier type PDF lisible que vous pourrez aussi exporter, qui va faciliter le travail de vos équipes dans cette phase de transition. Je redonne la parole. Les fameux statuts de cycle de vie, merci Damien. Ça, c'est vraiment un point qui est important dans le cadre de cette réforme. Première chose que je veux dire, c'est que les statuts en réception vont être intégralement gérés par Agicap de manière complètement automatisée. Deuxième point important, ça aura de l'importance sur la partie émission et sur les fonctionnalités qu'on va pouvoir ajouter. L'ensemble des plateformes agréées ont annoncé être capables d'émettre des statuts. Ce sera de manière plus ou moins automatisée, avec plus ou moins d'intégration. Pour vous expliquer concrètement à quoi ils correspondent, je ne vais pas tous les faire parce que sinon on va y passer beaucoup de temps. Déjà, ce qui est à retenir sur ce schéma, on a essayé de représenter des étapes de traitement classique de la facture. Ne retenez pas les enchaînements, mais plutôt les statuts en eux-mêmes. Les statuts sur lesquels j'aime passer un petit peu de temps pour un peu clarifier ces statuts-là, ça va être déjà la notion de rejeter. Le rejet de facture, c'est véritablement un statut technique. Donc, c'est ce que je vous expliquais en introduction sur le schéma de la réforme. Une plateforme agréée en émission doit contrôler la conformité de la facture. Si la facture n'est pas conforme, la facture est automatiquement rejetée. Même chose côté plateforme de réception. On doit pouvoir le faire de bout en bout. La plupart du temps, ça interviendra côté fournisseur. La deuxième notion, c'est la notion de refus. Cette notion de facture refusée, là, on est encore une fois sur une forme de non-conformité de la facture, mais je dirais un peu plus fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il va vous manquer par exemple le numéro de commande. C'était pas la bonne entité facturée, vous n'avez jamais reçu la marchandise ou la prestation n'a jamais été réalisée. La facture est donc irrecevable, elle n'aurait jamais dû être émettre, le client peut donc refuser cette facture et un avoir intégral de cette facture sera envoyé directement par la plateforme agréée du fournisseur. On ne peut pas revenir dessus. On peut refaire une nouvelle facture rectificative mentionnant la facture initiale, mais le refus est fermé définitif. À côté de ça, on a bien évidemment une gestion de litige et d'avoir partiel possible. On ne change pas les process qui existent déjà. Le dernier statut important, c'est la notion de statut encaissé. Pour pouvoir suivre correctement la TVA, un des grands objectifs de l'État, il faut pouvoir suivre correctement la TVA aux encaissements. Donc, le fournisseur a pour obligation de déclarer l'encaissement de l'ensemble de ses factures pour de la TVA aux encaissements. Et c'est le rôle de la PA de le faire. On peut souligner aussi... On peut souligner un dernier intérêt aussi du statut encaissé avancé par le gouvernement, c'est aussi de rééquilibrer les forces entre les grandes entreprises et les PME, de dire voilà, celles qui subissent vraiment des retards de paiement, le gouvernement aura à disposition toute cette donnée, les cas de statut obligatoire, déposé, rejeté, refusé, encaissé. Le gouvernement aura cette donnée pour toutes les entreprises. Ils sauront quand les factures sont déposées et quand elles ont été encaissées. Donc, une facture qui a été payée systématiquement avec 3 mois de retard par certaines grandes entreprises, elles seront plus facilement sanctionnées par les pouvoirs publics. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir suivre ces mauvais payeurs de plus près. Tout à fait. Donc merci Étienne, sur ces statuts de cycle de vie. Pour vous donner un peu la vision au-delà de ces données, c'est à quoi ça va vous servir pour votre gestion financière au global au service de la croissance de votre entreprise. On retrouve cette pyramide que vous avez peut-être déjà vue. Voilà, le premier pilier de la pyramide, indispensable pour pouvoir derrière avoir de la valeur ajoutée, c'est vraiment d'avoir des données fiables et en temps réel. Et c'est ce que va permettre cette réforme, avec toutes les informations précises qu'on va pouvoir remonter sur les factures, les statuts de cycle de vie, mais tous les détails de chaque facture. Et puis chez Agicap, on a cette connexion donc, aux banques directement via des protocoles bancaires comme EBIX. On a aussi Swift, Host-to-Host, qui nous permettent de se reposer vraiment sur un socle de base de données qui est à jour en temps réel et très fiable. Ce qui permet d'arriver au deuxième niveau de la pyramide sur le rapprochement qui est automatisé grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à ces données fiables, on va faire ce rapprochement qui est complètement automatisé côté fournisseur et on a des suggestions très avancées grâce à l'IA côté client pour faire cette réconciliation entre les encaissements et les factures qui étaient en attente de paiement. Ce qui va permettre derrière de générer le journal de banque et déclencher le lettrage en comptabilité.
grâce, encore une fois, à ces processus, on a une efficacité quotidienne pour les équipes qui gagnent vraiment en confort de travail, en efficacité, en temps, sur ces automatisations que sont sur le recouvrement, sur les demandes d'achat avec des validations propres, les validations sur les factures, les validations sur les paiements, cette automatisation comptable sur le journal d'achat, le journal de banque, et on va pouvoir prendre des arbitrages sur les campagnes de paiement en connaissance de cause avec toute cette donnée qui est à jour en permanence. Et in fine, ça nous permet d'anticiper réellement la situation cash de l'entreprise, d'avoir un reporting disponible très facilement en quelques clics à envoyer aux investisseurs, aux banques, à toutes les personnes nécessaires. Et donc de prendre des décisions vraiment critiques pour votre entreprise basées sur une donnée qui est toujours fiable et à jour. Alors les principaux avantages, un peu pour vous résumer, de choisir un TMS, donc un outil de gestion de trésorerie comme plateforme agréée, c'est que vous allez gagner sur la gestion de trésorerie justement avec des précisions plus fines. On a une mise à jour en continu des prévisions de trésorerie selon des événements réels et pas de théoriques. On ne va pas se baser uniquement sur la date d'échéance de la facture, mais sur le comportement réel du client en intégrant le DSO. On va avoir une anticipation des flux, donc dès l'engagement côté fournisseur, dès la demande d'achat, on va ouvrir une opération engagée en trésorerie ou dès l'émission de la facture côté client et qui va être ajustée à chaque étape de traitement des factures. Et in fine, on a cette fiabilité accrue dans sa gestion de trésorerie avec une maturité des factures qui est donnée par les statuts de cycle de vie. On va avoir plus de probabilité d'encaissement sur une facture qui est validée qu'une facture qui est encore en attente. Et on va pouvoir prendre ça en compte dans ses suivis de trésorerie. Sur l'automatisation comptable, c'est le deuxième pilier. Grâce à la connectivité bancaire, on va avoir cette automatisation dont on vous parlait, du journal d'achat de banque et d'aller lettrer automatiquement en comptabilité. Une simplification du rapprochement bancaire en fin de mois, puisque tout le lettrage qui est déclenché, tout le journal de banque dans Agicap est basé sur les relevés bancaires. Il n'est pas déclenché simplement par le fichier de paiement qui est exécuté, qui est exporté, pardon, et on ne sait pas si le paiement va être vraiment exécuté ou pas derrière. Là, c'est ce qui a été effectivement remonté dans le relevé, donc le rapprochement bancaire en fin de mois prend moins de temps. Et enfin, on a un accès direct des équipes recouvrement dans Agicap au relevé bancaire, justement, pour aller vérifier ces propositions de réconciliation et faciliter le lettrage pour la comptabilité et surtout gagner du temps sur le recouvrement. Le troisième pilier, c'est la communication, autant interne qu'externe, qui va permettre pour toute l'équipe finance d'avoir une vraie performance. On a un accès partagé centralisé à l'information pour tous les services. Donc, les bonnes personnes ont accès à la bonne information au bon moment, au bon endroit, avec des droits utilisateurs très fins, que ce soit le service trésorerie, que ce soit la DV, la compta fournisseur et même la direction générale. Vous avez une communication qui est automatisée avec ces statuts de cycle de vie, justement, qui sont automatiquement mis à jour dans le traitement des factures et qui sont envoyés à vos fournisseurs. Et côté client, on en a parlé aussi, les relances et le suivi sont améliorés grâce à ces statuts de facture actualisés. Et enfin, grâce au circuit de validation sur les paiements, avant de les envoyer en banque, vous pouvez toujours retrouver la facture avec son lisible et la personne qui l'a validée avant de valider le paiement. Vous avez vraiment une transparence de l'information de bout en bout. Tout ça représente les principaux avantages d'avoir une plateforme agréée dans son logiciel de gestion de trésorerie. Étienne, je te redonne la parole sur le volet. J'avais coupé mon micro et je parlais dans le vide, excusez-moi. Donc, Agicap est un acteur européen. On est présent dans plusieurs pays d'Europe et à l'international. Donc, on a vraiment une ambition européenne et une présence assez large. Pourquoi on vous dit ça? Parce que cette réforme française s'inscrit véritablement dans un cadre européen, la directive VIDA, VAT in Digital Age, qui impose une harmonisation de la facturation électronique au niveau européen à horizon 2030, voire 2035. Je pense plutôt 2035. Aujourd'hui, où nous en sommes à Agicap au regard de ces réformes européennes? Alors déjà, l'Italie qui est opérationnelle depuis 2019, nous sommes capables déjà de recevoir les factures issues du système SDI, donc qui est le portail public de facturation italien. Côté Allemagne, on est sur une réforme qui va petit pas par petit pas, puisqu'aujourd'hui, la seule obligation est d'être capable de recevoir ou d'émettre des formats structurés, mais avec l'ambition à terme, en 2027, d'avoir le même schéma qu'en France. Qu'aujourd'hui, Agicap est bien évidemment capable de traiter ces formats qui sont des équivalents au format français. Troisième pays européen important, c'est la Belgique, qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2026. Et donc, nous avons aujourd'hui des clients qui émettent et qui reçoivent des factures via Agicap dans le cadre de cette réforme avec les fonctionnalités qu'on va vous présenter par la suite. Et bien évidemment, la France, qui donc entre en phase pilote en février
prochain. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la phase de test avec le portail public de facturation, dans une phase aussi un petit peu administrative, et on va rentrer dans cette phase pilote avec des clients dès février prochain. Concrètement, donc les fonctionnalités qu'on va vous proposer dans Agicap pour le traitement de la facture. Donc, on n'est pas uniquement une solution de conformité, comme vous le disait Damien plus tôt, mais vraiment une solution qui va vous permettre déjà de commencer à traiter votre processus achat. Je reviendrai en même temps sur la trésorerie. Donc, Agicap permet de créer des demandes et des commandes d'achat pour toute la partie non stockée. Donc, souvent les frais généraux. Donc, on va avoir un workflow d'approbation de la demande d'achat, la possibilité d'associer un devis et surtout, vous allez avoir cette possibilité donc de suivre des budgets. Une fois que cette demande est validée, on va pouvoir immédiatement créer une opération engagée en trésorerie avec une prévision de décaissement peu certaine, mais qui devrait arriver à une date estimée. Côté ERP, pour tous vos logiciels métiers qui passent des commandes notamment stockées ou des commandes de production, on va avoir la possibilité d'importer ces bons de commande et ces statuts de livraison. Là aussi, pour la première étape, la création de l'opération engagée en trésorerie et une visibilité complète de tous vos achats à venir. Lorsque la facture arrive, donc que ce soit en période transitoire, les factures de vos clients, de vos fournisseurs français, mais aussi de tous vos fournisseurs étrangers, on va être capable d'ossériser la facture, donc de venir collecter les données d'en-tête et de pied de page de la facture de façon à simplifier le travail du comptable, automatiser derrière le rapprochement. Ça, c'est vraiment cette partie facture PDF ou papier. Dès que la réforme entre en vigueur, vous allez pouvoir voir arriver des factures dans votre boîte de réception, factures issues de la plateforme agréée. Donc là, cette fois, plus besoin de contrôler un OCR. Les données sont collectées dans un format structuré, garanti. Et on va pouvoir donc là aussi déclencher un rapprochement à 3 facteurs avec vos commandes et vos réceptions pour toute cette partie sur commande. Évidemment, pour toute cette partie rapprochée, on va avoir une mise à jour de l'engagé en trésorerie pour pouvoir mettre à jour la date du décaissement prévue en fonction de la date d'échéance de la facture. On retrouve ensuite la partie de pré-comptabilité, donc à la fois l'envoi à votre outil métier des factures rapprochées, mais aussi des automatisations pour la saisie des données comptables. Donc ça peut être en fonction du fournisseur, par exemple, des comptes de charges et des comptes de TVA qui vont être pré-remplis, de façon à ce que le comptable n'ait plus qu'à contrôler cette saisie et à l'envoyer là aussi dans l'outil comptable pour comptabilisation. En parallèle de ça ou suite à ça, on peut déclencher un workflow d'approbation de toutes les factures ou de certaines factures, de façon à ce qu'on ait bien le bon à payer des équipes opérationnelles sur ces factures. L'étape finale dans Agicap, c'est véritablement ces étapes de paiement. Comme vous le disiez, Damien, on a bien une connexion IBXTS, Swift ou Host-to-Host à l'ensemble de vos banques, donc la capacité de générer des paiements depuis Agicap pour toutes les banques. La possibilité, lorsqu'on va signer les paiements, d'avoir la visibilité sur la facture et sur tout ce qui s'est passé avant, depuis la demande jusqu'à l'approbation de cette facture, s'il y a eu des litiges potentiels. Évidemment, comme l'outil est aussi un outil de trésorerie, vous aurez la visibilité sur vos prévisions de trésorerie pour pouvoir arbitrer aussi les paiements. Et on va pouvoir donc envoyer les paiements, déclarer le statut paiement transmis dès que le paiement est envoyé à la banque, et puis générer derrière le journal de banque avec une clé de lettrage qui sera envoyée à votre outil comptable pour véritablement lettrer les comptes fournisseurs, clôturer les factures. Ce qui a aussi en parallèle pour effet, évidemment, de clôturer une opération engagée en trésorerie. Cette opération est bien décaissée, on ne l'attend plus. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on va vous proposer comme fonctionnalité additionnelle à notre plateforme agréée de réception? Donc, une intégration, une synergie native avec la gestion de trésorerie, c'est le même outil. Donc, tout s'alimente de votre gestion de facture fournisseur. Un cycle de purchase to pay est véritablement complet. Donc, on va évidemment du début de la demande d'achat, mais jusqu'au paiement réel de la facture et pas jusqu'au BAP comme beaucoup d'outils de purchase to pay. Le paiement direct, je vous le disais, avec toute la connectivité bancaire qu'on retrouve dans Agicap. Une gestion des budgets à 360, donc avec l'impact des factures fournisseurs, l'impact aussi du module de carte qu'on intègre dans Agicap et des modules de notes de frais disponibles dans Agicap. On va retrouver aussi toute la partie règles de validation pour ces fameux workflows d'approbation, un rapprochement à 3 facteurs et une pré-comptabilité automatisée des journaux d'achat de banque et jusqu'au lettrage. Le dernier point, c'est une importance qu'on accorde très forte à l'expérience qu'on retrouve dans Agicap, l'expérience utilisateur, qu'on retrouve un outil qui est réputé pour être très intuitif. Nos clients prennent en main très rapidement l'outil et ça permet un accompagnement du changement un peu plus simplifié à ce niveau-là. Et je reprends la main sur la partie
du poste client. Merci Étienne. Côté client, on va tout simplement donc se connecter à votre logiciel de facturation et de comptabilité. On va aller récupérer toutes les données de facture client, comme je vous disais au début, soit directement dans les formats réglementaires si vous avez un outil de facturation qui est compatible avec la réforme, soit dans un autre format s'il n'est pas compatible. On va s'occuper dans Agicap de transformer cette facture dans un des formats du socle. On va vérifier donc qu'il y ait toutes les mentions obligatoires. On va scanner le fichier avec toutes les vérifications normatives obligatoires avant de les mettre via la plateforme agréée vers la plateforme agréée de votre client. À partir de là, commence tout le processus qu'on propose au-delà de la plateforme agréée côté Agicap. Évidemment, on va donc créer une opération prévue d'encaissement dans votre trésorerie directement dès l'émission de la facture. Et on passe ensuite côté analytique. On va avoir un analytique automatisé qui va permettre de retrouver son DSO à la maille qu'on veut, donc au global, par entité, par client, par géographie, etc. On va avoir sa balance AG, les principaux débiteurs, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va prendre en compte ces données dans la trésorerie. C'est-à-dire que chaque prévision d'encaissement va comporter par défaut le délai paiement de moyen de chaque client. On prend en compte son comportement réel et on ne se base pas sur l'échéance théorique, ce qui permet d'avoir un prévisionnel beaucoup plus fiable. L'étape suivante, c'est la validation des factures et les statuts de paiement qui vont remonter donc via ces statuts de cycle de vie et qui vont permettre encore une fois de mettre à jour la transaction attendue en trésorerie selon ce statut. On va avoir les plans de relance derrière qui sont adaptés au statut de cycle de vie. Donc, par exemple, vous allez déclencher un email automatique en amont de l'échéance en disant, par exemple, la facture n'a pas été encore validée, on est à 3 jours de l'échéance. Je déclenche un email en disant, attention, cette facture est échue dans 3 jours, pensez à la valider et la mettre en paiement. On va pouvoir ainsi baisser son DSO et mieux maîtriser les rentrées de cash. Une fois que le paiement a été effectué, on va donc pouvoir faire ce rapprochement automatisé avec les encaissements pour d'une part clôturer cette transaction attendue en trésorerie et avoir sa trésorerie qui est tout de suite à jour et surtout faciliter le travail comptable derrière avec ce journal de banque qui va être pré-rempli automatiquement avec les contreparties automatiquement remplies et aller déclencher ce lettrage dans votre comptabilité pour mettre à jour vos comptes clients. En résumé... Je me permets, Damien, d'intervenir au regard de la réforme. L'avantage aussi d'avoir le rapprochement avec les encaissements au sein d'Agicap, si vos factures clients sont des factures avec de la TVA aux encaissements, vous avez effectivement une déclaration des encaissements en temps réel dès le rapprochement effectué. Donc les mécaniques de rapprochement automatique vous permettent véritablement de clôturer votre TVA en temps réel et de l'avoir déclaré dès que l'encaissement est effectif. Pas de prendre de risque de décalage sur les mois pendant la période de clôture. Merci Étienne, effectivement. Et dernière slide, donc avant de prendre les questions, sur les services additionnels, vraiment en plus de la plateforme agréée côté client pour résumer, on a donc cette intégration avec la gestion de trésorerie qui est vraiment notre point principal chez Agicap, en prenant en compte ce DSO et les statuts de cycle de vie. Les relances automatisées et sur mesure basées sur les statuts de cycle de vie avec les plans de relance par email, téléphone, courrier éventuellement recommandé. Encore une fois, on a une assistance de nos agents IA dans l'app qui s'occupent d'écrire des mails de relance adaptés à chaque client que vous pouvez vérifier avant d'envoyer, où là aussi, vous gagnez beaucoup de temps au niveau opérationnel. On a un analytique donc automatique avec le calcul de la balance AG du DSO au mail des entités que vous souhaitez, en mail d'une zone géographique, de tout ce qui est pertinent pour vous. Et un export possible. Vous avez des portails clients individuels. Chacun de vos clients va retrouver ses factures qui sont dues, échues ou non échues, avec une possibilité de les régler directement en ligne. Voilà, parfois, plus on leur facilite le travail et plus l'encaissement est rapide. Et puis, la réconciliation qui va permettre derrière le journal de banque et donc le lettrage en comptabilité et la même expérience intuitive dont parlait Étienne, qui est quand même, on vous le dit, c'est pas juste du marketing, on a vraiment des retours de clients qui sont même étonnés puisque des équipes qui travaillent pas forcément sur les mêmes sujets sont amenées à s'entraider, à travailler ensemble sur l'outil, comme les équipes d'ADV, les équipes de compta fournisseurs. Avec Agicap, ça crée aussi des synergies internes. Voilà pour la présentation qui était quand même assez dense. Juste avant de passer aux questions-réponses, je vois qu'on en a déjà un certain nombre. On vous propose encore une petite dernière question pour savoir aussi où vous en êtes là-dessus. Comment est-ce que vous gérez aujourd'hui vos processus de facture fournisseurs ? Est-ce que c'est via votre ERP? Est-ce que c'est sur papier? Il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui impriment les factures, qui mettent avec des bordereaux. Est-ce que c'est avec Excel ou un outil dédié? Peut-être que vous avez déjà un outil de dématérialisation. On est curieux de savoir comment vous fonctionnez.
Il y a peut-être aussi des options qu'on n'a pas en tête, et dans ce cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat. Voilà, je vois que Samia nous a répondu, PHawk. Voilà, donc en majorité, vous avez quand même déjà de la dématérialisation. Donc la marche est un peu moins grande, hein. Avec la réforme, vous avez déjà fait une bonne partie, mais il y a encore des gains conséquents à aller chercher. Et puis voilà, ceux qui sont sur papier, vous allez la réforme va être un peu cette obligation de s'y mettre, mais derrière, là, il y a des gains vraiment significatifs. Les études montrent, hein, quand on passe de la gestion papier à la démat, rien que PDF, hein, même pas facture électronique, on peut diviser les coûts jusqu'à 10 par 10 avec cette dématérialisation. Donc vraiment un gain conséquent à gagner. Je vais laisser le sondage ouvert pour ceux qui souhaitent encore répondre. Et on va pouvoir commencer à répondre aux questions. Donc, une question de Corinne. Un certain nombre de nos clients n'acceptent que les factures en PDF. Eh bien, vos clients seront obligés de changer avec la réforme. Là, c'est pas ce qu'ils souhaitent recevoir. Elle s'applique obligatoirement. S'ils sont assujettis à la TVA en France, vous faites du B2B domestique, ils seront obligés d'accepter les factures en format électronique. C'est pas à eux d'imposer ce qu'ils souhaitent. Effectivement, c'est un point important sur la réception. Jusqu'à aujourd'hui, c'était au client d'imposer effectivement son canal et ses modalités de réception. Maintenant, c'est l'État qui impose une uniformisation. Et effectivement, sur ce point-là, l'État va contrôler grâce aux adresses de facturation électronique. Si un sirène présent dans les bases INSEE ne possède pas d'adresse de facturation, une amende sera automatiquement émise au client. Donc c'est pour ça que le PDF pour les clients français, c'est terminé dès que vous vous mettez en conformité sur l'émission. Pour l'international, là-dessus, pas de changement. Vous continuez à envoyer vos factures par email ou par papier en fonction des modalités du client. Alors justement, c'est la question suivante. On peut peut-être en dire plus là-dessus. En ce qui concerne les factures internationales, justement, par exemple, une facture d'une société française vers une société allemande. Donc là, vous l'envoyez comme vous en avez l'habitude. Pas de changement sur l'émission de la facture, puisqu'on ne peut pas imposer à une société allemande de s'équiper d'une plateforme française. Hein. C'est vraiment un cadre français. Donc vous envoyez cette facture par email ou par papier et vous devez déclarer un e-reporting via votre plateforme agréée pour ces factures-là. Là, on parlait de société allemande, donc on a de la TVA intracommunautaire à déclarer. Donc effectivement, vous allez déclarer le e-reporting. D'où l'importance que l'ensemble de vos factures clients transitent par la plateforme agréée qui sera elle-même à même d'identifier si cette facture est concernée par une déclaration de e-reporting et telle autre facture, par exemple, qu'on émet en Chine, n'est pas concernée par le e-reporting. Question intéressante aussi de Corinne sur les factures émises sur Chorus Pro. Que va devenir Chorus Pro ? Eh bien, Chorus Pro devient la plateforme agréée des entreprises publiques. Donc, au final, peu de changements pour vous. Je dirais même potentiellement une simplification. Chorus Pro va devoir respecter le même cadre légal que l'ensemble des plateformes agréées. Vous continuerez à avoir un accès à Chorus Pro pour certains cas d'usage spécifiques dans le BTP, où vous allez peut-être mettre à jour, notamment lié à la commande. Donc ça, il y aura peut-être encore quelques cas où vous connectez à Chorus Pro. Par contre, pour la grande majorité des factures que vous émettez, au final, il y a un sirène avec une adresse sur Chorus Pro, ça part directement dans Chorus Pro. Donc, c'est une vraie simplification pour les entreprises qui travaillent en B2G. Question de Emmanuel. Pour les factures hors de l'Union européenne, celles-ci seront toujours envoyées en format PDF, donc on a en partie répondu. Tout à fait. Effectivement, vous avez vraiment bien compris. Ouais. Question de Grégoire. Votre solution cycle d'achat jusqu'au paiement fournisseur au-delà de la PA, plus intégration des écritures bancaires en réception, fonctionne-t-elle aussi pour US et UK ? Oui, tout à fait, Grégoire. Alors, ça va dépendre des ERP hein, pour la partie vraiment automatisation du lettrage. Aujourd'hui, on a cette proposition petit à petit qui est sur les principaux ERP. On l'étend de plus en plus à de plus en plus de logiciels. En tout cas, on n'a pas de limitation internationale sur les connectivités bancaires. On va pouvoir envoyer des paiements dans n'importe quelle banque dans le monde entier. On a beaucoup de clients au UK et aux US. Hein, on a aussi des bureaux locaux là-bas. Donc là-dessus, aucun problème sur la partie vraiment connectivité bancaire, automatisation comptable. On peut aussi vous aider à ce niveau-là. Question de ITK, je ne suis pas forcément sûr, peut-être qu'il va falloir préciser, mais quand la reconnaissance de facturation n'est pas possible, est-il possible de modifier manuellement le libellé inscrit pour identifier le règlement du client ?
est-il possible d'avoir plusieurs connexions simultanées? Je pense que c'est sur la partie du coup client, mais est-ce que c'est sur la réconciliation? Il faudra peut-être préciser, ITK, votre question. En tout cas, oui, dans Agicap, vous avez toujours la main sur les champs. On va vous proposer des choses, mais vous aurez toujours la main pour modifier des champs qui auront été scannés, par exemple. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Question de Marie. Les factures finales sont émises uniquement à la livraison et les paiements sont toujours effectués à l'avance. Le système peut-il rapprocher les paiements reçus des commandes sans la facture de vente? Alors, les factures finales sont émises uniquement à la livraison. Oui, pour la livraison de biens. Le système peut-il rapprocher les paiements reçus des commandes sans la facture de vente? Il va nous falloir la facture dans tous les cas pour faire le rapprochement. Donc, en fait, le paiement va être mis en attente jusqu'à réception de la facture dans Agicap pour pouvoir faire ce rapprochement définitif. Ou jusqu'à émission de la facture, si on parle de la facture de vente dans ce contexte-là, si j'ai bien compris. Effectivement, ce qui vous permet d'identifier dans votre prévision de trésorerie que vous avez bien eu un encaissement qui n'est pas associé à une opération engagée, mais effectivement, on va bien rapprocher des factures. Cette facture, il faudra les mettre avec un statut déjà encaissé, puisqu'effectivement, pour que l'État ait bien l'identification qu'il n'y a pas d'encaissement attendu sur la facture. Question d'ITK à nouveau. Je comprends que quel que soit le client, une facture de vente doit transiter par la PA. Effectivement, la facture va être émise. Donc, si vous êtes une PME, vous émettrez au plus tard à partir du 1er septembre 2027. Vous pourrez le faire avant, bien sûr. Dès la phase pilote, vous pouvez émettre vos factures au format électronique. Mais quel que soit le client, tant qu'il est assujetti à la TVA en France, vous devez émettre une facture au format électronique via la plateforme agréée. Effectivement. Avec un client français, bien sûr, on précise. Oui. Client étranger, ça reste sur le même système. Question de Sandrine, donc question qui revient aussi souvent concernant les notes de frais. Doit-on donner une adresse de e-facturation différente que celle des fournisseurs? Étienne, je te laisse répondre. Alors effectivement, on a un certain nombre de cas d'usage dans le cadre de la réforme. Il y a 42 numéros de cas, mais une cinquantaine de cas et de sous-cas d'usage. Les notes de frais font partie de ces cas d'usage. Il y en a deux. Soit vous décidez de déduire la TVA, soit vous décidez de ne pas la déduire. Si vous acceptez de ne pas déduire cette TVA-là, pas besoin d'adresse de facturation électronique. Vous pouvez continuer comme vous fonctionnez. Dans le cas de la note de frais sur laquelle on veut déduire la TVA, oui, c'est une obligation de recevoir une facture électronique. On peut continuer à rembourser le collaborateur sur la base des justificatifs. Par contre, il faut une facture électronique qui arrivera donc dans un statut déjà payé, potentiellement TVA déjà collectée, pour pouvoir ensuite déclarer de la TVA déductible sur ces factures-là. La recommandation de l'État, c'est justement d'exploiter pour cette typologie de dépenses, d'exploiter ces notions de code suffixe ou de code routage, de façon à ce que vous puissiez recevoir ces adresses de facturation électronique dans un flux dédié, puisque ce sont des factures qui sont normalement déjà comptabilisées, potentiellement déjà payées, donc il ne faut pas qu'elles suivent le flux d'achat classique. Donc effectivement, c'est l'objectif. Agicap, on vous l'a très rapidement abordé, on a un outil de note de frais, on a justement anticipé et réfléchi à ce cas d'usage dans le cas du fait de notre outil, donc avec des mécaniques derrière qui permettront au collaborateur d'afficher automatiquement sur son écran de téléphone, quand il passe à la caisse, l'adresse de facturation électronique sans avoir besoin de la retenir, qui permettra aussi d'associer potentiellement la note de frais automatiquement à la facture reçue, d'associer le collaborateur, puisqu'on peut ajouter dans la facture le matricule ou le nom du collaborateur, de façon à avoir des fonctionnalités de simplification. Donc ça va demander un peu de formation auprès des collaborateurs, effectivement, un peu d'accompagnement au changement sur ce point-là. Ensuite, question de Samia. Pour calculer le DSO, reprenez-vous tout le passif des factures règlements ou vous basez-vous uniquement sur les factures règlements des factures concernées par la réforme, donc seulement les factures dispo sur la PA? Effectivement, Samia, on prend toutes les factures. Cette fonctionnalité de DSO qu'on calcule automatiquement, on l'a déjà depuis plusieurs années sur Agicap. Donc nos clients en profitent déjà depuis maintenant plus de 3 ans. Donc on va se baser sur votre historique des factures et des règlements, des encaissements que vous aurez fait sur Agicap, que ce soit de la facture électronique ou de la facture PDF classique, que ce soit de la France ou de l'international. Là-dessus, c'est vraiment tout type de facture. Donc, aucun problème. Il y a plusieurs questions concernant aussi le coût d'Agicap sur la plateforme. Oui, il y a un coût pour accéder à Agicap. Bien sûr, on n'est pas une plateforme gratuite.
on s'adresse vraiment aux PME et aux ETI. Mais on ne peut pas vous donner un coût comme ça, on n'a pas un catalogue public parce que c'est un petit peu complexe. Ça va dépendre du nombre d'entités que vous avez, de vos nombres de factures, de pas mal d'éléments. Donc je vous engage dans ce cas à cliquer sur le bouton démo facturation en haut. Ça vous permettra vraiment sans engagement d'avoir une discussion avec une personne de notre équipe commerciale pour avoir une idée du coût que ça pourrait être pour votre entreprise. Question de Sandrine. Comment fera-t-on pour les factures pro forma ? Alors, le pro forma, aujourd'hui même, n'est pas considéré comme une facture au sens de la loi, donc n'apparaît pas du tout dans le cadre de la réforme. Aujourd'hui, souvent, beaucoup de vos fournisseurs éditent des pro forma afin d'être payés sans avoir besoin d'éditer une facture d'acompte. Donc ça, c'est terminé. À partir de la réforme, une facture d'acompte devra obligatoirement être émise pour justifier du paiement d'un acompte et une facture de solde devra y être associée une fois que la prestation sera réalisée ou la marchandise livrée. Donc effectivement, la proforma n'existe plus en France et ne justifie pas d'un paiement en France. Ça, c'est vraiment un point important. Je sais que c'est un enjeu pour beaucoup d'entreprises. Malgré tout, on a des mécaniques de paiement en avance dans la GCAP sans avoir besoin d'une facture pour payer un fournisseur. Mais effectivement, la notion de proforma disparaît complètement dans le cadre de cette réforme. En tout cas pour les factures françaises, oui. Ouais. En tout cas pour les factures françaises, merci Damien. Ouais. Nouvelle question d'ITK. Pour le process d'achat, combien d'étapes de validation de factures sont-elles prévues ? Vous n'avez pas de limite en fait sur les étapes de validation. En fait, vous avez plusieurs critères possibles. Donc, vous allez avoir des critères sur le fournisseur, sur le centre de coût, sur le montant. Enfin, vous avez plusieurs combinaisons possibles de validation. Et après, vous avez plusieurs niveaux de validation, mais à ma connaissance, on n'a pas de limite là-dessus. Donc, c'est à vous en fait vraiment de fixer ce qui va être pertinent pour votre entreprise, de dire vous voulez que ce soit d'abord le responsable d'équipe qui valide, puis la direction financière, puis éventuellement la direction générale. Selon les montants, voilà, plus ou moins élevés, une seule personne, 3 personnes. Ça, c'est vraiment à vous d'arbitrer là-dessus. On n'a pas de limite à ce niveau-là. Question encore sur justement un client ne pourra plus affirmer ne pas avoir reçu la facture. Exactement, c'est vraiment aussi un des objectifs de cette réforme. Là, c'est de fluidifier la relation entre fournisseur et client et c'est notamment le retour d'expérience qu'on a beaucoup en Italie. Ça a vraiment aidé là-dessus, c'est que là, il n'y a pas d'excuse possible. Donc, à part, il n'y a plus de mauvaise foi, entre guillemets. Donc, à part problème de trésorerie ou vrai souci, là, on ne peut pas dire qu'on n'a pas reçu la facture ou qu'on l'a perdue. Tout est tracé, tout est opposable. C'est aussi l'intérêt de cette automatisation. Dans le cadre de cette réforme, évidemment, il y a les ambitions et les objectifs de l'État, mais l'État a été beaucoup accompagné par le Forum national de la facturation électronique qui a eu pour objectif justement d'ajouter de vrais intérêts pour les entreprises pour que ce ne soit pas qu'une contrainte, mais une vraie opportunité d'amélioration. Ces statuts de cycle de vie font partie des éléments qui ont été largement poussés par le FNFE, de façon à ce que, comme vous le dites, un client ne peut plus affirmer ne pas avoir reçu la facture. Le statut de cycle de vie apparaît, l'État est au courant, vous êtes au courant, il ne peut pas dire « j'ai jamais vu cette facture ». Ou alors c'est qu'il a un problème de process en interne. Question de Marie, où en est la réforme aux Pays-Bas ? Très bonne question. Aux Pays-Bas, il n'y a pas encore d'obligation sur le B2B. Non. Il y a uniquement l'obligation B2J via PayPal, comme ce qu'il y avait en Belgique en fait avant. Les Pays-Bas sont pas mal calqués sur ce que fait la Belgique, mais avec quelques années de retard, entre guillemets, de décalage. Et pour l'instant, il n'y a pas encore d'obligation sur le B2B aux Pays-Bas. Ça va venir évidemment, puisque ce sera dans le cadre européen avec VIDA. Donc, ils ont mis en place déjà une consultation publique qui était en cours. Il n'y a pas encore de vote qui a été fait. Donc, on ne sait pas encore exactement. Cela dit, il y a de fortes chances, vu qu'ils l'ont déjà pour le B2J, que ça passe aussi par PayPal. Donc, une fois que vous aurez mis en place la facture électronique en France via PayPal, puisque la majorité des pays le feront, la marche sera beaucoup plus basse à faire. Pour les Pays-Bas, ce sera assez facile. Et à GCAP, dans tous les cas, on pourra aussi vous accompagner, bien sûr, sur les Pays-Bas, sur l'Espagne, sur les autres pays qui vont s'y mettre petit à petit. Principalement, les pays qui sont en marche, ça va être plutôt des pays assez paradoxalement des pays du sud de l'Europe. Les pays du nord de l'Europe sont plutôt en dehors de la Belgique, sont plutôt sur soit pas du tout de date, soit sur des horizons en 2028-2030. Même question pour le Royaume-Uni. Emmanuel, effectivement, le UK, il n'y a encore rien aujourd'hui, mais ils ont annoncé ça il y a, je crois, 1 mois ou 2, ce sera pour 2029. Et c'est pas encore défini exactement sur le contour, le périmètre, mais on va suivre ça de près. En tout cas, l'étape, c'est 2029. Donc, il y a quand même encore 3 ans avant la réforme
au Royaume-Uni. Question sur Chorus. L'État n'est pas... Bon, ça, c'est un jugement personnel, on ne mettra pas d'avis là-dessus. Mais effectivement, là-dessus, les retards de paiement service public, et en fait, ça soulève une autre vraie question sur cette réforme. Elle ne concerne pas du tout les paiements. Ça, c'est important. La réforme est uniquement portée sur la facturation. Donc, il y a toujours le sujet des encaissements derrière pour vos clients, et c'est pour ça qu'un outil comme Agicap avec la relance automatisée, notamment basée sur les statuts de cycle de vie, va pouvoir être primordial si vous avez des vrais soucis de recouvrement et qui sont critiques pour votre trésorerie. C'est là où ça va être vraiment intéressant. Je crois qu'on arrive au bout des questions. On va se donner encore quelques minutes s'il y a encore des questions qui remontent. En attendant, on a aussi des sujets qui remontent souvent, mais notamment sur le reporting. On va pouvoir vous aider chez Agicap sur le reporting parce qu'on va... vu qu'on reçoit toutes les factures dans Agicap, vous centralisez tout au même endroit. Donc, les factures internationales vont pouvoir passer par l'OCR, ce qui va nous permettre tout de suite de savoir si la facture internationale va rentrer dans le reporting, si elle est UE, non UE. Et tout ça va être automatisé dans Agicap. Vous n'aurez pas à vous soucier de le faire vous-même, cette partie de tri et en vue de l'e-reporting. Et de la même manière, côté client, on va pouvoir importer toutes les factures en faisant tout de suite la différence entre des factures B2B européennes, non européennes, françaises, qui doivent transiter par la PA en invoicing ou e-reporting. Mais ça, c'est important aussi de bien l'anticiper dans toute votre cartographie des flux que vous faites en ce moment pour vous préparer à la réforme. On a eu 2 questions qui sont arrivées, Damien, entre-temps. Une première question de Dominique. En termes de paiement, la DGCCRF aura-t-elle accès aux dates de paiement? Alors, pour le moment, uniquement ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, c'est qu'uniquement la DGFiP a accès au portail public de facturation. On peut tout à fait imaginer que les différentes directions de contrôle de l'État auront accès à terme au PPF, mais effectivement, la seule information qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est que c'est un portail dédié à la DGFiP, donc au contrôle plutôt des taxes. Et sachant que du coup, ils ont la DGFiP a accès à la date d'encaissement, donc qui correspond vraiment à la date de paiement final, effectivement. Donc, s'ils donnaient accès à la DGCCRF, cela pourrait arriver. Et question du coup de Fujiko. L'adresse de facturation doit-elle être identique côté achat que côté vente ou est-elle générée directement via l'APA? Alors, on n'a pas d'adresse côté vente. Encore une fois, le but, il est de savoir où on va. À partir du moment où on a émis une facture, on sait remonter jusqu'à la plateforme d'émission. Donc, vous n'avez pas besoin de définir un plan d'adressage pour l'émission. C'est uniquement pour la réception des factures. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. On peut encore attendre 30 secondes, 1 minute s'il y a une dernière question encore à prendre, mais on vous remercie en tout cas pour votre écoute. On va vous renvoyer le replay à la suite du webinaire avec une petite vidéo récapitulative avec la présentation. Vous aurez toutes ces informations si vous voulez les partager aussi en interne. Encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en haut si vous souhaitez vraiment voir le produit, avoir une démonstration qui ne vous engage à rien, savoir un peu plus avec votre entreprise exactement comment on peut se brancher à votre ERP, à votre système de facturation. Voilà, en tout cas, on vous remercie pour votre écoute aujourd'hui. On espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Et puis au plaisir de vous recroiser bientôt sur un de nos événements. Très bonne journée et puis à bientôt.